Ejército del Ebro. Ejército del Ebro, rumba la rumba la rum bam bam. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Y a las tropas invasoras, rumba la rumba la rum bam bam. Et on va vous présenter une étape de notre travail. C'est une étape. J'espère que vous y prendrez tout de même plaisir. On a bien fait de suivre les conseils de l'employé du Grand Hôtel de Tortosa. Au lieu de suivre l'autoroute de Valence, on a allongé l'Èbre. Tu dis ça maintenant, mais tu as beaucoup discuté. Tu ne pensais qu'à la vitesse. Oh, tu exagères, il a très vite accepté. Et heureusement, dans un virage, une route presque déserte, tout d'un coup, un panneau de bois à peine lisible, site historique. Quelle émotion en le découvrant. On l'a suivi. Une piste forestière qui n'en finissait pas. On a même failli faire demi-tour. Oh, ça aurait été dommage de rater ça. Les monts Cavals, une succession de pitons rocheux. Un panneau indiquait la butte 705. Reprendre la butte 705 a été une des priorités de Franco. Le piton était défendu par la 15e brigade internationale, des Anglais et des Irlandais. La bataille a duré 115 jours, l'été 38. Une des plus longues et des plus meurtrières. En juillet 38, le gouvernement républicain avait réuni 100 000 hommes pour déstabiliser les franquistes. Ouais. Plus les chevaux qui tiraient 80 batteries d'artillerie, 27 pièces de DCA contre les avions de la Légion Condor, ceux qu'on bombardait Guernica. Et les chars d'assaut, et les barges du génie pour franchir l'Èbre, et les brigades internationales, la 11e, des Catalans et des Scandinaves, la 15e, franco-belge, la 14e, britannique. Ils ont franchi l'Èbre et le front franquiste a été enfoncé. Et Franco lance une contre-offensive, 90 000 hommes, avec les légions étrangères et les morts. Oh, la Légion étrangère et les morts, aussi cruels les uns que les autres. La victoire de Franco est pas si facile. Franco a en face de lui une armée populaire qui sait se battre. Et beaucoup y ont laissé leur peau dans les assauts perdus d'avance sur le front d'Aragon. Franco, lui, a la Légion Condor fournie par Hitler et 48 000 fantassins d'élite envoyés par Mussolini. Une armée en espadrille contre une armée en botte. Mais si le ciel est aux avions de Franco, la terre est aux républicains. Mais un brigadiste français dit « Quand nous arrivions dans les bordures misérables de l'Èbre, c'était les paysans de la région qui nous recevaient dans les villages conquis. C'était les paysans de la région qui s'est repliés avec nous. » Comment tu sais ça? Ben, c'est dans une publication de Camus, dans la revue Libertaire Témoin, 1954. Il est incroyable, il sait tout. La butte 705. Une petite butte rouge. Un petit monument avec le nom des hommes tombés en la défendant. Tous des Anglais. Vous vous rappelez ce panneau qui nous a fait bifurquer en arrivant à Gandesa? Il y avait dans ce gros bourg un musée consacré à la bataille de l'Èbre. Ah oui, un bric-à-brac, un peu comme cette armée en haillons et en guêtres. Une grosse bombe avec autour des sabres, des couteaux, des grenades de toutes sortes. Des anglaises, des britanniques, des espagnoles, des allemandes. Et même certaines bricolées avec des fils de fer torsadés. Oui, mais ce sont quand même les habitants de Gandesa qui ont fouillé les broussailles du champ de bataille. Curieux. Cette sauvegarde de la mémoire dans une Espagne qui plaide pour l'oubli avec la loi d'octobre 1977. Oui, la loi du silence. Mais les musées et les steppes murmurent et chantent. Ejército del Ebro, rumba la rumba la rum bam bam. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Y a las tropas invasoras, rumba la rum bam bam. Y a las tropas invasoras, rumba la rum bam bam. Buena paliza les dio, ay Carmela, ay Carmela. Buena paliza les dio, ay Carmela, ay Carmela. Ils avaient bien raison de chanter pour garder l'espoir.
avec l'horreur qu'ils vivaient chaque jour, un jour de terreur. Les 3 terreurs. La blanche, la noire, la rouge. La blanche, la terreur franquiste. À Médina, le maître d'école est assassiné et son corps laissé dans la rue. Tous ceux qui avaient un cerveau furent supprimés. Ils fusillaient pour nettoyer l'Espagne, disait-il, pour en faire une grande nation. Il suffisait d'un simple point levé pour être fusillé, et il était interdit aux familles de porter le deuil. Dans l'Espagne des années 30, ne pas pouvoir porter le deuil, impensable. La prise de Malaga, en février 1937, 1500 fusillés à la mitrailleuse. L'exode des paysans poussant devant eux leurs cochons, leurs chèvres, les femmes traînant leurs marmots. Partout la haine, une saison en enfer. Et pour répondre à la terreur fasciste, la terreur noire, anarchiste, la terreur rouge, communiste. Les franquistes voulaient tuer l'esprit, les communistes le contrôlaient, et les anarchistes essayaient de le sauver. La terreur noire contre l'Église et les gens d'Église. La rouge dirigée par Moscou. La terreur blanche et rouge contre la noire. La noire, la seule à laquelle le peuple espagnol prend part. Il y a eu de beaux jours à Barcelone. Une joie solaire, inoubliable, sous les drapeaux noirs déployés. Juillet 1936, dans les casernes catalanes, la mort bute sur les milices, et le peuple monte ses armes. Sur les villages et les hameaux, les paysans coupent les terres, dans un seul et riche morceau, et passe le vent libertaire. Je pense à vous, vieux compagnons, dont la jeunesse est à la douane, et pardonnez si ma chanson vous refait mal à votre Espagne. Mais j'ai besoin de vous apprendre, j'ai envie de vous ressembler. Je gueulerai pour qu'on entende ce que vous m'avez enseigné. Donne-moi ta main, camarade, près de moi ton cœur, compagnon. Nous referons les barricades, et la vie, nous la gagnerons. Tandis que quelques militaires font leur métier de matador. Des ouvriers, des ouvrières, détruisent une prison d'abord. Là-bas, c'est la mort qui s'avance, tandis qu'ici, à madame, c'est l'anarchie. La liberté dans l'espérance, ils ont osé la vivre aussi. Dame tu mano, compañero, y préstame tu corazón. Barricadas levantaremos, como ayer la Confederación. Dame tu mano, compañero, y préstame tu corazón. Barricadas levantaremos, como ayer la Confederación. Bien sûr, c'était superbe. Et comment oublier la suite? En mai 36, 7000 gardes d'assaut pro-communistes venus de Valence patrouillent dans les rues de Barcelone avec leurs fusils et leurs fusils mitrailleurs. Ils ont eu raison des anarchistes. Puis la suite. Tous balayés par l'armée franquiste. Un rouleau compresseur, il force les portes, détruisent les maisons, brûle les livres. Les plus terribles étaient les légionnaires et les morts. Les morts, recrutés dans les tribus soumises du Maroc, avec une prime de 2 mois de solde, 4 kilos de sucre et un bidon d'huile d'olive. Un vrai trésor. Les paysans fuient dès qu'ils aperçoivent le turban blanc. Malraux nous dit la terreur des républicains. Ils ne pensent qu'à la seconde où apparaîtront les morts, et soudain, ils voient les taches blanches des turbans qui passent comme des gros pigeons blancs. Llegan los moros! C'est le cri d'alerte. Ils s'acharnent sur les femmes, les violent, leur rasent les cheveux. Ils s'en servent comme de boucliers humains. D'une main, ils les tiennent devant eux et de l'autre, ils nettoient à la grenade ou au couteau. Une sorte de violence. Ils dansent après avoir violé et châtré. Mais vous n'exagérez pas un peu, là? Non, va voir dans les textes. Près de Cordoue, une vingtaine de femmes. Le corps enduit de minium, le crâne rasé, l'estomac bourré d'huile de ricin. Mariée à la libertaria, fusillée. Arrête. On n'en peut plus de toutes ces horreurs. Des horreurs assumées. En juillet 36, le général Quepodellano dit à Radio Séville: les fans des Rouges ont compris que nos hommes sont de vrais hommes et non des miliciens châtrés. Des hommes. Des bêtes plutôt, oui. Les républicains ont si peur des légionnaires et des morts que quand ils doivent se rendre, ils demandent que les morts et les légionnaires se retirent
Et souvent, la promesse n'est pas tenue. Et avec ça, les évêques parlent de croisade et bénissent les morts qui portent scapulaire et Sacré-Cœur. Un catholique fervent comme Bernanos raconte l'histoire. Je vais vous la lire. J'ai vu là-bas, à Manosque, passer sous les remblats des camions chargés d'hommes. Ils roulaient avec un bruit de tonnerre, au ras de terrasses multicolores lavées de frais, toutes ruisselantes avec leur murmure de fête foraine. Les camions étaient gris de poussière de route, gris aussi les hommes assis 4 par 4. Les casquettes grises, posées de travers, et leurs mains allongées sur leurs pantalons, bien sagement. On raflait chaque soir dans les hameaux perdus, à l'heure où ils reviennent des champs. Ils partent pour leur dernier voyage avec la chemise collée sur les épaules, les bras encore pleins de travail de la journée, laissant la soupe servie sur la table et une femme qui arrive trop tard au seuil du jardin, tout essoufflée, avec un petit baluchon serré et une serviette neuve. Adios, recuerdos. Plus loin, descendez, ils descendent. Ils baisent une médaille ou le pouce et pan. 200 habitants de la petite ville de Manacor, jugés suspects par les Italiens, avaient été aussi tirés de leur lit en pleine nuit, conduits par Fournet dans un cimetière, abattus d'une balle dans la tête, et brûlés un peu plus loin. Le personnage que les convenances m'obligent à appeler l'évêque archevêque avait délégué un de ses prêtres qui, les souliers dans le sang, distribuait l'absolution entre 2 décharges. Les grands cimetières sous la lune. Les écrivains n'ont pas manqué de courage, mais ça a été une hécatombe parmi eux. Certains sont restés inconnus, anonymes. Ils écrivaient des poèmes au fond des tranchées avant de monter à l'assaut et d'y laisser leur peau. Quelques-uns échappent à l'anonymat. Antonio Coy, Encarnación Jiménez, José Bergamin, Juan Ramón Jiménez, réfugié à Cuba, prix Nobel en 1956. Puis il y a les plus célèbres. Antonio Machado, qui meurt à Collioure en 1939 après avoir déclaré « J'ai dépassé la soixantaine, ce qui est beaucoup pour un Espagnol. » Arrivé en exil, Antonio Machado est mort. Sa voix s'est éteinte dans les cendres d'un peuple que les douleurs et les angoisses ont rendu muet. Les poètes ont accompagné son peuple sur les chemins des grandeurs sans égales et des souffrances inouïes. Et puis, fatigué, il a baissé la tête et fermé les yeux. Aragon a su si bien parler de lui. Machado dort à Collioure. 3 pas suffirent hors d'Espagne, que le ciel pour lui se fit lourd. Il s'assit dans cette campagne et ferma les yeux pour toujours. Et les étrangers venus en Espagne, Dos Passos, Orwell, Simone Veil. Oh, elle n'y est pas restée longtemps, la pauvre. En faisant frire des œufs, elle s'est renversée d'huile bouillante et ensuite ça a été l'hôpital à Barcelone et puis le retour en France. Et grand parmi les grands, Miguel de Unamuno, isolé, emmuré dans sa maison de recteur de l'université de Salamanque, où il meurt en décembre 1936 après avoir failli être lynché. Un moment terrible. Imaginez, le grand amphithéâtre de l'université de Salamanque, 12 octobre 1936. On célèbre la fête de la Hispanidad, la fête de la race, fête franquiste par excellence. España, una, grande, libre. España, una, grande, libre. Arriba España, arriba España. Le général Milan Astra y Terreros, fondateur de la Légion étrangère, prend la parole. Il avait perdu un œil et un bras au Maroc et c'est lui qui avait osé inventer le cri Viva la muerte. Il évoque l'Hispanidad pour justifier le soulèvement des franquistes et dénonce les séparatismes basques et catalans. Unamuno réplique. On a parlé des Basques et des Catalans en les traitant d'ennemis de l'Espagne. Eh bien, ils peuvent avec autant de raison dire la même chose de vous. Voici, monseigneur l'évêque, un Catalan pour vous apprendre la doctrine chrétienne que vous refusez de connaître. Et moi, un Basque, qui toute la vie est essayé vous en enseigner l'espagnol, que vous ignorez. Viva la muerte, viva la muerte. Viva la muerte. Unamuno continue. Le général Milan Astra est un invalide. Invalide de guerre, Cervantes l'était aussi, mais le général est un invalide sans la grandeur spirituelle de Cervantes, qui était un homme, non un surhomme viril. Le général voudrait créer une Espagne à son image, mutilée. Bajo la inteligencia, l'intelligence. abajo les intellectuels, Abajo, abajo, abajo. Unamuno poursuit. Vous vaincrez, mais vous ne convaincrez pas. Vous vaincrez parce que vous possédez une surabondance de force brutale.
Vous ne convaincrez pas parce que convaincre signifie persuader et pour cela, il faut avoir ce qui vous manque, la raison et le droit dans votre combat. Il me semble inutile de vous exhorter à penser à l'Espagne. J'ai dit. Les phalangistes se regroupent. Un garde du corps braque son revolver sur Unamuno. La salle gronde. Les donneurs Carmen, l'épouse de Franco, prie le recteur de lui donner le bras et l'entraîne. Il y a à peine 2 mois, à Grenade, on a tué Lorca. On ne peut pas tuer l'intelligence après la poésie. Comme Unamuno, le peuple résiste. Il sait que si les franquistes passent, c'est le meurtre du peuple. Il se bat pour sa survie. Hijos del pueblo te oprimen cadenas y esa justicia no puede seguir. Si tu existencia es un mundo de penas, antes esclavo prefiere morir. Estos burgueses asaz egoístas que así desprecian la humanidad serán barridos por los anarquistas al fuerte grito de libertad. Trabajador, no más sufrir, la explotación ha de sucumbir. Levántate, pueblo leal, al grito de revolución social. Vindicación no hay que pedir, solo la unión la podrá exigir. Nuestros padres no romperás, torpe burgués, atrás, atrás. Le peuple suit ceux qui le défendent et lutte pour lui. Ils viennent du peuple comme eux. Durruti est mécanicien, Ascaso garçon de café, Torres Escartin pâtissier, García Oliver, qui sera ministre de la Justice, garçon de café. Mais ils agissaient comme des grands seigneurs, pour pas dire des grands d'Espagne. Chez eux, pas de démagogie, de misérabilisme. Hors des combats, Durruti est soigneusement coiffé, habillé à l'anglaise. Il lui arrive même de porter des nœuds papillons. Sa prestance, sa manière de parler simple et accessible, sa voix de stentor le rendent très populaire. L'homme de la rue se reconnaît dans Durruti. Il représentait pour lui la révolution. Tous parlent de son magnétisme, de son héroïsme, sa bonté, sa loyauté, cette humilité qui l'amène à dormir sur les mêmes paillasses et à manger le même riz infect que ses compagnons d'armes. Durruti, l'insoumis, le pur, qui attaquait les banques, enlevait les juges, s'emparait du fourgon rempli d'or de la Banque d'Espagne pour soutenir les ouvriers grévistes. Durruti emprisonné, condamné à mort 3 fois, expulsé de 8 pays. Durruti pense que dans la tête de l'homme doit exister le pouvoir libertaire et que s'il n'existe pas, il faut l'inventer. Durruti et sa colonne. 2500 miliciens et plus tard 6000 hommes avec la centurie Sébastien Faure, les Français et les Italiens, Sacco et Vanzetti, les Américains et Éric Mussam, les Allemands. Il pense que la révolution espagnole doit suivre un autre cours que celle de la russe. Elle ne doit pas se développer selon un parti au pouvoir et les autres en prison. Il dit: nous vous montrerons à vous, les bolcheviks russes et espagnols, comment on fait la révolution et comment on la mène à son terme. Chez vous, il y a une dictature. Dans votre armée rouge, il y a des colonels et des généraux. Alors que dans ma colonne, il n'y a ni supérieur ni inférieur. Nous avons tous les mêmes droits. Nous sommes tous des soldats. Moi aussi, je suis un soldat. Quand il arrive dans un village, il réunit la population. La terre est à tous, on doit la travailler tous ensemble. Mais si certains préfèrent la travailler en famille, ils peuvent le faire. L'argent n'a pas de valeur, seul le travail compte. Quand il quitte Barcelone en juillet 1936 pour le front d'Aragon, la ville est sous contrôle anarchiste. Elle est débarrassée de ces bordels de première classe. Le monde piété a rendu ses objets à leurs propriétaires. Un groupe de femmes a brûlé des billets de banque. Et l'hôtel Ritz est devenu une auberge de jeunesse. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Il flotte quelque chose d'heureux dans l'air. Une euphorie, une allégresse. Les cafés sont bondés, les magasins ouverts. Les passants qui déambulent sont saisis d'une sorte d'ivresse. Seules quelques barricades,
Et les églises, avec leurs saintes plâtres jetées devant le porche, rappellent que la guerre est toujours là. En novembre 1936, quand Durruti meurt, un habitant sur 5 de Barcelone suit son enterrement. Il est enterré à côté de Francisco Ferrer. Et plus tard, on chantera pour lui. Por ahí viene Durruti con una carta en la mano, donde pone la miseria de este pueblo soberano. Por ahí viene Durruti con un libro en el moral, donde apunta los millones que ha robado el capital. Por ahí viene Durruti con 14 compañeros, y le dice a todo nuestro que pierden los obreros. Por ahí viene Durruti con un pliego de papel, a decirle a los soldados que se salgan del cuartel. Por ahí viene Durruti sin carroza, sin dinero, saludando a todo el mundo con campesino y jornalero. Por ahí viene Durruti con las tablas de la ley, para que sepan los obreros que no hay patria, Dios ni rey. Ah, il fait partie des légendes glorieuses de la guerre d'Espagne, comme les brigades internationales. Ils ont été jusqu'à 35 000 brigadistes, dont 10 000 Français. Oui, même qu'à Paris, certains ont été contents de les voir partir. Le ministre des Affaires étrangères, Georges Bonnet, se félicite. Presque 80% des brigadistes français étaient tombés ou ils étaient morts, ce qui a eu pour heureux résultat de clairsemer la population de la zone. Ben, il voulait parler des banlieues rouges qui centuraient Paris, d'où venaient les brigadistes. Oh, c'est monstrueux de dire des choses pareilles. C'est un politique et il avait au moins le mérite de la franchise. Parler en ces termes de ces hommes et de ces femmes qui ont risqué leur vie. Qui ont lancé toute leur force dans la bataille de l'Èbre. Près de 9 000 sont morts. Morts. C'est un phénomène unique dans l'histoire, ça, non? Des gens venus des États-Unis, de France, d'Allemagne, d'Irlande, de Grande-Bretagne, sans sol, sans médaille à gagner. Leur insigne, une étoile à 3 branches. Leur devise, pour votre liberté et la nôtre. Et ils partaient se battre au milieu des oliviers. Si la bala me da, si mi vida se va, bajadme callados a la tierra. Las palabras dejad, es inútil hablar, ningún héroe es el caído de tiempos futuros. Será forjador, ansia va la paz, non la guerra. Si la bala me da, si mi vida se va, bajadme sin más a la tierra. Et cette épopée s'est terminée. En septembre 1938, Staline exige le départ d'Espagne des brigades internationales. Et pour cause, il préparait la signature du pacte germano-soviétique. Et c'est le défilé d'adieu des brigades à Barcelone en novembre 1938, devant Dolores Ipanuri, dite la Passionaria. C'est elle qui a inventé le slogan No Pasarán. Et voilà son dernier salut. Camarades des brigades internationales, des raisons politiques, des raisons d'État, l'intérêt de cette même cause pour laquelle vous avez offert votre sang avec une générosité sans limite font que vous repartez. Vous pouvez partir la tête haute. Vous êtes l'histoire. Vous êtes la légende. De belles paroles pour annoncer le début d'un désastre. Ah, on était loin de Barcelone quand les femmes lançaient des fleurs aux brigades internationales. Leur départ a été un coup mortel pour la République. Après, on liquide. La bataille de l'Èbre est perdue, le front républicain enfoncé. Et c'est la retirada, la retraite. Vers le départ vers la France, le passage des Pyrénées, avec une poignée de terre d'Espagne dans la main. Un peuple choisit le chemin de l'exil. Il abandonne les maisons, les villes, les villages, les quartiers qu'il connaît et qu'il aime depuis toujours. Il va vers l'inconnu. Il s'oblige à vivre étranger sur une terre étrangère. Avec son quartier, le peuple abandonne aussi ses tombes. Il abandonne sa mémoire, parce que l'angoisse efface ses souvenirs. Il s'en va en silence sur la route de l'exil. La route rejoint l'horizon, et l'horizon jamais ne se rejoint. Il s'en va sans un mot, sans un gémissement. Une colonne interminable de femmes, d'enfants, de vieillards, laissant derrière elle un sillage de bagages crevés, de mules mortes,
de pauvres hardes dans la boue, d'objets hétéroclites emportés à la hâte, comme des fragments précieux de leur vie, puis laissés en route, accueillis dans des camps de Rivesaltes et autres lieux. Ou alors l'embarquement à Alicante, vers l'Algérie. Mon grand-père m'a raconté. La foule apeurée sur les quais d'Alicante qui attendait le bateau pour partir. Murcie et Carthagène étaient tombés aux mains des franquistes. Quand les bateaux sont arrivés, la ruée, ils ne pouvaient pas accueillir tout le monde. Certains se sont jetés à l'eau pour tenter de les rejoindre. L'arrivée, avec l'armée française et les tirailleurs sénégalais comme comité d'accueil. Puis les convois, le sud, et plus tard, Alger, où ils se sont regroupés dans le quartier espagnol de la Canter. Et puis, encore plus tard, en 62, de nouveau les quais bondés. De nouveau un départ. Ceux qui ont été en Union soviétique n'ont pas été mieux traités. 2000 enfants orphelins, accompagnés de leurs instituteurs, croupissent dans les camps de Karaganda au Kazakhstan. On appelait cette région la steppe de la disette et elle portait bien son nom. La ration quotidienne, pain, margarine, une décoction appelée soupe. Et avec ça, un bombardement idéologique indigne leurs instituteurs qui disparaissent sans laisser de traces. En 1948, quand Camus apprend leur sort, il lance un appel que J. de Orwell va signer pour libérer cette Espagne des prisons et de l'exil. La véritable Espagne à leurs yeux. La véritable Espagne, c'est quoi? Je sais pas, peut-être le Greco, Velázquez, Cervantes, Unamuno, Goya, Lorca. Lorca, une des plus tragiques victimes des franquistes, exécutée à l'aube du 17 août 1936 en pyjama. Un des membres du peloton d'exécution, un ancien de la guerre du Rif, lui donne le coup de grâce et s'en vante. J'ai tiré dans la tête du cabezón. Cabezón, intellectuel, grosse tête. Ainsi a fini cet élégant en costume blanc que l'on voyait à la terrasse des cafés. Il n'était pas que cela. Quand il a dirigé la Baraka, ce spectacle ambulant, populaire, il portait comme les autres la salopette de toile bleue. La Baraka commence à jouer en juillet 32. On installe les tréteaux sur la place du village. Ah, ben elle. On joue Cervantes. Lope de Vega. Et le spectacle est gratuit. Lorca adapte des classiques espagnols. Une de ses plus grandes réussites est l'adaptation de Fuente Ovejuna de Lope de Vega. Il habille les comédiens de haillons, comme on porte souvent les paysans, et rajoute des chants et des danses. Pourquoi ce choix? De la pièce, parce que la pièce raconte l'histoire d'un village, Fuente Ovejuna, qui tue un gouverneur malhonnête et cruel et reste solidaire. Quand les autorités font une enquête et interrogent les paysans, qui a tué Fernando Gómez? Fuente Ovejuna. Qui a tué le gouverneur? Fuente Ovejuna. Fuente Ovejuna. En pleine révolte paysanne de 1933, la pièce trouve écho retentissant. Avec ses convictions, comment a-t-il pu retourner à Grenade qui était aux mains des franquistes alors que tous ses amis lui demandaient de rester à Madrid ou alors de partir au Mexique? Il voulait peut-être retrouver sa terre, entendre de nouveau ce chant des gitans d'Andalousie qui le faisait frissonner et qui était pour lui d'une grandeur poétique qu'aucun autre chant régional ne pouvait atteindre. Lui-même a écrit El Cantejondo et puis El Romancero Gitano. Los caballos negros son, las herraduras son negras, sobre las capas relucen manchas de tinta y de cera. Tienen por eso no lloran, de plomo las calaveras, con el alma de charol vienen por la carretera. Oh, ciudad de los gitanos, la Guardia Civil se aleja por un túnel de silencio mientras las llamas te cercan.
jorobados y nocturnos, por donde animan, ordenan silencios de goma oscura y manchas de fina arena. Pasan si quieren pasar y ocultan en la cabeza una vaga astronomía de pistolas inconcretas. Oh, ciudad de los gitanos, ¿quién te vio y no te recuerda? Que te busquen en mi frente juegos de luna y arena. Le roman de ces gitans stigmatise la garde civile et évoque les gitans qui sont symboles de Grenade, qui sont symboles de poésie et de liberté. Scène du lieutenant-colonel de la garde civile. Je suis le lieutenant-colonel de la garde civile. Oui, et personne ne peut dire le contraire. Non, j'ai 3 étoiles et 20 croix. Oui, le cardinal archevêque m'a salué avec ses 24 glands violets. Oui, je suis le lieutenant, je suis le lieutenant-colonel de la garde civile. Une voix dehors. Luna, 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 luna. Le temps des olives. Cazor la montre la tour. Et Benameri la cache. Luna, 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 luna. Un coq chante à la lune. Monsieur le maire, vos filles regardent la lune. Que se passe-t-il ? Un gitan! Je suis le lieutenant-colonel de la garde civile. Oui, Et toi, qui es-tu? un gitan. Qu'est-ce qu'un gitan? Une chose quelconque. Comment t'appelles-tu? Comme ça. Que dis-tu? Gitan. Je l'ai trouvé et je l'ai amené. Où était-il? Au pont des rivières. Mais de quelle rivière? De toutes les rivières. Que fais-tu là-bas? Une tour de cannelle. Vas-y, sergent! À vos ordres, lieutenant-colonel de la garde civile. Je peux inventer des ailes pour voler et je vole rose et souffre à mes lèvres. Aïe! Je n'ai pas besoin d'ailes. Je peux voler sans ailes. Nuages et anneaux dans mon sang. Aïe! En janvier, j'ai des fleurs d'oranger Ah! Le tordant dans tous les sens. et des oranges dans la neige. Aïe! Pim, poum! Il tombe mort. Au secours! Carte garde civile arrive et rosse le petit gitan. Étonnante cette pièce. Bon, c'est l'histoire de ce petit gitan dont la poésie tue un officier de la garde civile. Farce, marionnette, lyrisme. Le théâtre de Lorca a plein de couleurs. J'ai une grande tendresse pour Doña Rosita, ou le langage des fleurs. Lorca l'a écrite en hommage à Tchekhov, en souvenir de la cerisier. Chez Tchekhov, on abandonne une grande demeure dans une cerisier, et chez Lorca, on doit quitter une maison entourée de fleurs. Domaine de Doña Rosita et de sa famille. Et c'est les fiancés. Ah, un jeune homme qui doit partir au loin. Morenita me dijo adiós. Y con sus dos labios mirando el mar.
Ton visage, ta présence sont pour moi le nord et la santé. Si a tu ventana llega una paloma. Je reviendrai, ma cousine. Je reviendrai, ma cousine, pour t'emporter avec moi dans un bateau d'or au voile de la joie. Ombre et lumière, nuit et jour. Je ne penserai qu'à t'aimer. Je vous aiderai au soir où tu rentreras à Grenade. La mer sera salée d'une nostalgie de la mer. Je ne Les sais pas. jasmins entortillés aux pierres t'empêcheront de marcher. Je ne sais pas lesquels de deux je préfère, le fiancé ou elle. Ces deux-là, il faudrait les mettre dans un sucrier. Et s'ils mouraient, Dieu les en garde, on les embaumait et les exposait dans une niche de cristal et de neige. Dis, tu reviendras. Oui, je reviendrai. Par les diamants de Dieu, par l'œil qu'il porte au flanc, je jure que je reviendrai près de toi. N'oublie pas que je vais broder des draps pour toi et moi. Mi vida, trattala con cariño, que es mi persona. Ay, chiquita que sí, ay, que dame tu amor. Ay, que Puis le temps passe. Dona Rosita attend des nouvelles. Et les amis se marient. Vous trouvez bon qu'un homme s'en aille plantant là la femme qui a la crème des crèmes? Il faut qu'elle se marie. J'en ai mal aux mains déranger des nappes et des parures, ornées des guipures, des chemises de tulle, des déchus de lit en mousseline. Il faut qu'elle s'en serve, qu'elle les use, car elle ne se rend pas compte du temps qui passe. Elle les aura, tous les cheveux blancs, et qu'elle encore va coudre des rubans de satin dans les volants de leur chemise de noces. Le facteur est-il passé? Je t'ai demandé si le courrier était arrivé. Est-ce que j'ai l'habitude de cacher le courrier qui arrive? Oh, lorsque je ne vois personne, je suis contente. Mais comme il faut que je voie des gens dans la rue, je vois que le temps a passé et je ne veux pas perdre mes illusions. Je t'ai souvent conseillé d'en épouser un autre. Tu étais gaie autrefois. Je sais bien des jeunes gens qui sont amoureux de toi. Mes racines sont bien implantées dans mes sentiments. Si je ne voyais personne, je croirais qu'il est parti il y a à peine une semaine. Je l'attends comme au premier jour. Et puis, qu'est-ce que c'est qu'un an, 2 ans, 5 ans? Le dernier courrier me promettait du nouveau. Nous allons voir celui-ci. Tu as fini la parure en dentelle de Valenciennes? J'en ai fait une autre en ensouk, avec des papillons peints à la gouache. Le jour de ton mariage, tu auras le plus beau trousseau du monde. Le facteur arrive par le chemin de peuplier. Il est arrivé à point. Lis-le discrètement. Mon Dieu! Quoi? Parle! Un verre d'eau, vite! Il se marie! Il se marie avec moi parce qu'il n'en peut plus! Mais comme il lui est impossible de venir maintenant, le mariage se fera par procuration. Quoi? Et il viendra plus tard. Procuration? Ben, jamais entendu ce mot. Ben, et la chemise de noces reste au fond de la malle? Ne laissez pas entrer des procurations dans cette maison. Je ne veux pas de procuration. Mais il viendra bientôt. Cela prouve seulement combien il m'aime. Le temps passe. Dona Rosita attend toujours. Le trousseau jaunit dans l'armoire. Si a tu ventana llega una paloma, trattala con cariño, que es mi persona. Háblale tu amor bien de mi vida, coronala de flores, que es cosa mía. Quand je pense au mal qu'on lui a fait, au terrible mensonge qui a tant duré, à la fausseté du cœur de cet homme, je voudrais avoir 20 ans
pour prendre un bateau, arriver à Tucumán, broyer la main droite coupable des faux serments et des menteuses écritures d'amour et lui couper la tête. Il est marié depuis 8 ans. Et la canaille n'a écrit que le mois dernier. Je sentais bien quelque chose dans ses lettres, les procurations qui n'arrivaient pas, un air de doute. Il n'osait pas, mais il a fini par avouer. Cela s'achève. Il faut partir. Et je préfère attendre que la nuit soit noire pour partir d'ici. Les voisins nous guettent. Nous ne pouvons emporter que l'indispensable. La chaise pour nous asseoir et le lit pour dormir. Pour y mourir. Chaque année qui passait arrachait de mon corps une pièce du linge le plus intime. Une amie se marie, et une autre, et encore une autre. Demain, elle a un enfant. Il grandit, et moi toujours la même. Moi toujours pareille. Un jour, je descends à la promenade et je constate que je n'y connais plus personne. Et j'entends dire « Tiens, voilà la vieille fille !» Toi, va finir les paquets puisque nous quittons dans quelques instants cette maison, ce jardin. Ne soyez pas en peine de moi. Il a commencé à pleuvoir. Comme ça, il n'y aura personne aux fenêtres pour nous regarder partir. Laissez-moi comme une chose perdue. Ha empezado a llover. Así no habrá nadie en los balcones para vernos salir. Y cuando llega la noche, se comienza a deshojar. Comment a-t-on pu tuer celui qui a écrit cela? Un télo pédé, ils l'ont assassiné. Et avec lui, Yerma, le duende, la seguirilla et l'Andalousie. Désormais, c'est l'Espagne de Franco. Pas l'Espagne espagnole, mais celle de Franco. Dans les rues, pas de gens en vêtements civils. Des fenêtres fermées comme la nuit. Des portails fermés comme s'ils rôdaient des bandes armées. Une ville déserte. Un grand silence. Ce silence qui suit la mort, ou une angoisse sans limite. Et dans ce silence, les bruits de l'Espagne de Franco. Pas cadencés et roulements de tambour. Les troupes de Mussolini, flèches noires, flèches vertes, flèches bleues, les bersagliers et leurs automitrailleuses, le tertio avec ses aventuriers en chemise gris clair, les bataillons allemands de la division Condor, puis les Marocains au visage couleur de nuit, avec leur drapeau bleu ciel ou violet, précédés de leurs fanfares stridentes. C'est l'Espagne de Franco qui passe, par les rues désertes et les maisons mortes. Il y a tout ce qu'il faut pour rendre l'entrée solennelle. Il y manque seulement le peuple. Autrement dit, il y manque seulement l'Espagne. L'Espagne est ailleurs. Elle se bat et elle gagne. Regardez cette photo. C'est une photo que j'aime beaucoup. Elle réconforte et redonne courage. Elle a été prise à Paris le 26 août 1944, le jour qui a suivi la libération de la ville par la 2e DB du général Leclerc. On y voit de vieux combattants républicains espagnols. Le jour précédent, leur division était entrée dans la ville avec en tête la 9e compagnie. La 9. Ouais. Avec des Espagnols installés sur plusieurs véhicules où étaient peints les noms de Brunete, Ebro. Belchite, Guernica. Don Quijote et Guadalajara. et sous l'autorité de Raymond Drone, le capitaine de la 9, les chefs des unités d'avant-garde s'appelaient Montoya, Moreno. Granell, Bernal. Campos. Y Elias. C'est une photo typique de la libération. L'Arc de Triomphe, les véhicules avec les soldats et la foule enthousiaste. Les chars au centre de l'image, avec à son bord 7 soldats. Guernica. Un seul sans casque, il est petit, il arrive à peine à l'épaule des autres. Grands et bien bâtis. les manches de sa chemise sont retroussées, et au lieu de regarder devant lui, martial et impassible comme ses compagnons, il regarde les gens avec un grand sourire. Et un mégot au coin de la bouche. Il y a des photos qui vous glacent le sang, mais il y a des photos qui vous réconfortent comme celle-là. Quand les informations à la télé, les titres des journaux, tout ton environnement te donne envie de vomir, cet inconnu
petit, souriant, loin de tout protocole solennel, regarde les gens, heureux de participer à cette superbe revanche. 5 ans plus tôt, il passait les Pyrénées, le poing levé, et peut-être la main refermée sur une poignée de tas d'Espagne. Je ne connais pas le nom du soldat du char Guernica, et je sais seulement qu'il fut un de ceux qui vont chanter Ay Carmela dans les rues de Paris. D'ailleurs, écoutez la photo. Elle chante. Elle chante ou elle pleure? Ejército del Ebro, rumba la rumba la rum bam bam. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Y a las tropas invasoras, rumba la rum bam bam. Y a las tropas invasoras, rumba la rum bam bam. Buena paliza les dio, ay Carmela, ay Carmela. Buena paliza les dio, ay Carmela, ay Carmela. El ataque de los traidores, rumba la rum bam bam. El furor de los traidores, rumba la rum bam bam. No descarga su aviación, ay Carmela, ay Carmela. Lo descarga su aviación, ay Carmela, ay Carmela. Pero nada pueden bombas, rumba la rum bam bam. Pero nada pueden bombas, rumba la rum bam bam. Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Contraataques muy rabiosos, rumba la rum bam bam. Contraataques muy rabiosos, rumba la rum bam bam. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Pero igual que combatimos, rumba la rum bam bam. Pero igual que combatimos, rumba la rum bam bam. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Pero igual que combatimos, rumba la rum bam bam. Pero igual que combatimos, rumba la rum bam bam. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela.